Relever ce défi, c'est le combat de toute ma vie. L'extraordinaire énergie du personnage fait que, au lendemain de la défaite, il repart au combat. Gaston Floss, 18 voix. Je reste convaincu que la Polynésie doit rester française. Gaston Floss aura incarné durant 60 ans la vie politique polynésienne. Son ascension a été fulgurante. Maire de Pirée, député à l'Assemblée nationale, sénateur, secrétaire d'État dans un gouvernement de Jacques Chirac et surtout président de la Polynésie française à plusieurs reprises. Ses partisans le décrivent comme un talentueux stratège, véritable tribun, sachant galvaniser les foules, doté d'une énergie et d'une capacité de travail sans pareil. Ses adversaires, en revanche, voient en lui un dictateur impatient à la tête d'un système clientéliste pour asseoir son autorité. De Mangareva au Palais Bourbon retrace le parcours d'un homme dont la vie se confond avec l'histoire de la Polynésie. L'histoire commence après la Première Guerre mondiale, dans l'archipel des Gambiers, une terre d'aventure où son père, un Français venu faire fortune dans le Pacifique Sud, débarque après un passage aux États-Unis. Mon père est un aventurier, un peu, vous savez. Il a quitté la France pour voyager, aller en Amérique. Et il avait un ami très proche, un Suédois, M. Berge. Et un jour, tous les deux, l'autre aussi, je crois, aventurier comme lui, ils disent c'est fou cette vie ici, là. Si on allait un peu dans les mers du Sud, j'ai lu des livres et tout ça, où ils vendent des perles. Et c'est comme ça qu'il prend le bateau avec son ami et ils vont à Mangareva. Et c'est comme ça que le père Floss se trouve à Mangareva pour acheter des perles avec son ami. Ils avaient quand même, en 3-4 ans, je crois, ramassé suffisamment de perles. Et ils allaient rentrer en Amérique pour vendre ces perles-là. Lorsque un jour, il s'aperçoit que son ami très proche, son grand ami, était parti avec le magot, avec le paquet de perles. Et il s'est retrouvé seul, en panne, là, à Mangareva. Cet aventurier rencontre une Mangarévienne qui donne naissance à un garçon, Gaston Outato, le 24 juin 1931 à Rikitea. Gaston Floss est effectivement un demi à l'instar de très nombreux Polynésiens. C'est un demi de par son père, Gaston, lorrain d'origine, et puis par sa mère, Mangarévienne aussi, il a décrit comme une belle femme, très intelligente, très moqueuse également. Et donc il est élevé entre deux univers. Et donc ça lui donne un capital culturel très intéressant. Son père et sa mère quittent les Gambiers pour Tahiti et confient l'enfant à une famille adoptive. Il n'a pas 1 an. Je vivais avec eux dans une maison simple, en bambou tressé. Elle faisait quoi? Peut-être 30 mètres carrés. Il y avait une petite véranda, une chambre, la cuisine. Et je me souviens que lorsqu'approchait l'heure du repas, eh bien,
Ma maman allait pêcher, je l'accompagnais. Elle était longue, mince, et un pareil autour de la taille. Et lorsque elle en avait assez pour le repas, pour nous trois, on rentrait et elle préparait le repas, ce poisson au lait de coco avec des bananes bouillies, de la patate, du manioc. Ça a beaucoup eu d'influence sur ma santé et le fait peut-être que je suis encore en excellente santé aujourd'hui. Gaston Floss a passé plusieurs années à Mangareva avec sa maman et il a parlé parfaitement la langue de Mangareva, donc une des langues polynésiennes, ce qui a fait de lui quand même quelqu'un qui était enraciné dans la culture polynésienne. Mais en même temps, de par son père, il avait d'abord un aspect plutôt européen et sa pensée, sa façon d'être montrait qu'il avait aussi une grande familiarité avec ce qui était européen. Après 5 années loin de ses parents, il les retrouve à Tahiti. Sa scolarité se déroule chez les frères de Plohermel. Il découvre, impressionné, l'histoire et la culture française, mais aussi et surtout le goût de la discipline et du travail. Ça, ce sont les premières photos de moi lorsque je suis revenu des Gambiers avec ma maman. Quand je suis arrivé à Tahiti, je ne parlais que le mangarévien. Alors c'était la catastrophe à la maison puisque mon père ne parlait que le français. Et donc c'est ma mère qui servait un peu d'interprète. Mais avec ma maman, je parlais en mangarévien. Et il a cherché par tous les moyens comment faire pour que j'apprenne le français. Et alors des amis lui ont dit, mais envoie-le à l'école des sœurs, et les sœurs de Saint-Joseph de Cluny vont s'occuper de lui. Et puis ensuite, je suis allé à l'école des frères pour continuer donc mes études. Toute cette culture du travail et de la discipline, il l'a acquise chez les frères May. Il a également acquis aussi son premier métier, qui est celui d'instituteur. Donc il a appris à gouverner une classe. À la fin de sa scolarité, il souhaite devenir instituteur contre l'avis de son père qui veut qu'il reprenne l'entreprise familiale, une limonaderie florissante, Gazor. Mon père est rentré dans une colère, mais alors je l'ai rarement vu comme ça. C'était un bon papa, calme. Et il dit non, il n'en est pas question, j'ai besoin de lui. Et il m'appelle, il me dit, n'est-ce pas, tu préfères continuer à travailler ici? Et je lui dis, tu sais, les quelques mois que j'ai passés comme instituteur m'ont beaucoup plu et je voudrais être instituteur. Deuxième colère de mon père. Non, en fait, tu te rends compte de ce que tu es. Alors là, vraiment fâché, en colère, il me dit, je te préviens. Parce que c'est pour toi, je te laisse tout ça, je te laisse la limonaderie, je laisse la propriété qui est à Pirée, une belle maison qu'il a fait venir de Californie, enfin, préfabriquée. Je vends tout, absolument tout, et tu n'auras rien, plus rien. Je dis, je préfère aller faire l'école. C'était le désespoir de mon père. Mais il a tenu parole. Non? Il a tout vendu, absolument tout. La limonaderie, le terrain, la maison, la voiture et tout. Et il est reparti en France. Gaston Floss est envoyé à Lyon pour se perfectionner et à son retour, durant 13 ans, il fait la classe chez les frères d'une main de fer. Un souvenir encore vif chez ses anciens élèves. C'était un gars qui est consciencieux de son devoir d'instituteur. Mais il est très sévère. C'est juste pour pousser les Tahitiens à avoir des diplômes. Voilà. Et il est très sévère. Il nous a donné des cols, hein, des bastonnades aussi.
Hein? Son tempérament, il veut que les élèves réussissent. À la fin, on a tous, je dis tous les élèves qui ont été dans sa classe, ils ont tous passé le certificat d'études. Voilà. Côté vie privée, les choses s'accélèrent pour lui. Il rencontre Barbara Cunningham, issue d'une des plus vieilles familles de notables de Pirée. Il veut l'épouser, mais au début des années 50, la société tahitienne est stricte et conservatrice. Et il fallait se fréquenter au moins donc, 1 an après les fiançailles, on pouvait se marier. Je me souviens très bien, on se disait, tu crois qu'on pourra attendre 1 an? Parce que ça faisait quelques années déjà que l'on se fréquentait, hein, mais il fallait demander la permission des parents, des tantes, et tout le monde était d'accord, et c'est comme ça que nous nous sommes mariés en 1950. Et dès 1951, nous avons eu nos premiers enfants, des jumelles. C'était vraiment des années magnifiques avec ces enfants. Puis ensuite, une autre, il y en a eu 6 comme ça. Et c'était la belle époque. Et puis, j'ai eu de la chance avec Barbara, qui était une maman extraordinaire, qui chérissait ses enfants, qui était proche d'eux. C'est peut-être le plus grand échec de ma vie, c'est la séparation d'avec elle. Cette femme avait une aura dans le milieu polynésien. D'abord parce qu'elle était protestante et elle appartenait à une grande famille locale. Et vous savez, on a l'habitude de dire qu'en Polynésie, celui qui gagne une élection, c'est celui qui a la plus grande famille. Elle apporte une légitimité à Gaston Floss. Et donc, Barbara Cunningham, oui, va jouer un rôle très important. Elle va lui apporter ce qu'on peut appeler en sciences politiques une ressource matrimoniale dans son échiquier très large de ressources politiques. Le jeune instituteur est vite repéré par Rudy Bambridge, célèbre avocat et homme politique local qui fait de lui son homme de confiance et son plus proche conseiller. Rudy Bambridge, c'est à la fois un mentor, hein, c'est un détonateur aussi de la carrière politique de Gaston Floss. Et Gaston Floss, on disait, on parle comme d'un père politique spirituel. Il disait qu'il avait pris goût du travail de la politique auprès de lui. Gaston Floss va apprendre la politique d'une part, et de deux, l'importance évidemment des contacts avec la métropole. Rudy Bambridge était, on va dire, pas très loin du réseau Foccart, Jacques Foccart, monsieur Afrique du général de Gaulle. Mais en réalité, c'était monsieur Outre-mer aussi. Hein. Et donc, ça lui donnait, c'était un réseau décentralisé, donc ça lui donnait une très grande puissance. Donc, il est formé par Rudy Bambridge, qui va le laisser d'ailleurs très rapidement se présenter lui-même aux élections. Sa première expérience politique a lieu en 1957. Il est candidat à 26 ans sur la liste France-Tahiti de Walter Grand, un ami de son père. Une première ratée. C'était l'échec total, il n'y avait pas un seul élu, même pas la tête de liste qui était président de l'Assemblée et le second de liste qui était vice-président de l'Assemblée. Moi, j'étais 5e, personne n'a été élu. Et c'est comme ça que je dis, maintenant je vais faire de la politique parce que je ne veux pas rester sur cet échec-là. Mais le jeune Gaston Floss prend goût à la politique. Il rejoint alors en 1958 l'Union tahitienne démocratique, le parti de son mentor, également cousin de sa femme. L'UTD prône la défense des intérêts français. Ce parti est le principal opposant au RDPT, le parti de Pouvan-a Oopa, qui domine alors la vie politique. En 1958, le général de Gaulle est au pouvoir. Il organise un référendum constitutionnel.
L'Union tahitienne de Rudy Bambridge milite en faveur du oui pour rester français. Le non est soutenu par son opposant, Puvana Oopa. Gaston Flosse est missionné par l'UTD pour faire la campagne aux Marquises. Sur place, il s'appuie sur le clergé pour faire voter le oui. L'ambiance ce jour-là est à la kermesse. Les camions sont devenus trucks. Les quartiers affichent leur choix en faisant flotter des banderoles éloquentes. Les t-shirts à la Croix de Lorraine sont portés ostensiblement. Heureusement que nous étions aidés par le clergé, par l'évêque évidemment, qui était tout à fait coopérant, au contraire, qui avait donné des instructions au curé pour qu'en chair, bien, il parle des élections et carrément de la chair, il disait « vous voterez oui au référendum ». Et c'est comme ça que nous avons gagné le référendum aux Marquises. Et donc ça, ce sont mes premières armes en politique. Le oui l'emporte à 66% contre 33% pour le non. Parallèlement, Gaston Flosse s'affirme comme un leader en politique et devient le président de la section du parti dans le district de Pirée. Ce demi, qui manie aussi bien le français que le tahitien, plaît et séduit. On reconnaît Totti Le Boucher, Franz Vanizette et Gaston Flosse. En 1963, Gaston Flosse est élu chef du district de Pirée. 2 ans plus tard, il obtient la communalisation de Pirée, dont il devient le Tavana bâtisseur, incontesté durant 35 ans. S'il apprend, on va dire, la base chez Rudy Bambridge, Gaston Flosse a, on peut dire, la politique dans le sang. Donc il va très très vite comprendre ce qu'il faut faire. Tiens, je vous donne un exemple. Il va tassianiser les noms du parti, les titres, etc. Il sait très bien ce qui plaît à la population et il sait l'utiliser. Donc en fait, il a eu besoin d'un mentor pour commencer, mais il a très bien pu se façonner lui-même et il est avec Puvana Oopa, celui qui a vraiment façonné la culture politique polynésienne. En 1965, il siège au conseil du gouvernement présidé par le gouverneur Jean Sicurani, à qui il voue une véritable admiration. Au-delà de la personne de Jean Sicurani, le gouverneur à l'époque était tout puissant. Donc là on est vraiment dans l'héritage colonial en quelque sorte. Et donc Gaston Flosse en parle comme d'un homme extraordinaire, comme le top des gouverneurs, hein, et comme peut-être le meilleur gouverneur que ce pays ait connu. Et donc il y a aussi une part peut-être mimétique, c'est-à-dire que ce fonctionnement d'un gouverneur de la République française, hein, dans une dimension post-coloniale comme ça, avec certaines pratiques relativement autoritaires, a pu également influencer le jeune Gaston Flosse. C'est l'époque où la France décide de lancer les essais nucléaires en Polynésie. L'aéroport est construit en 1960. Le CEP et l'armée s'installent en Polynésie, provoquant un bouleversement social et une mutation économique sans précédent. En 1966, le général de Gaulle vient en Polynésie pour assister au premier essai atomique à Moruroa. Après la Nouvelle-Calédonie et les Nouvelles-Hébrides, Tahiti. La Polynésie constituait la dernière partie du plus long voyage entrepris par le général de Gaulle. Elle en fut aussi le moment le plus coloré, le plus souriant, puisque cette région du monde est célèbre pour une hospitalité qui avait émerveillé tous les navigateurs, de Wallis à Bougainville. Mais l'archipel est aussi aujourd'hui le centre des essais nucléaires français et le port de Papeete, que le général de Gaulle a parcouru au milieu des barques tahitiennes, est en pleine transformation. Il s'agrandit et se développe. Ici, je viens d'être élu maire de Pirée. Nous avions, pendant au moins 2 jours, mis en place cette croix de Lorraine avec des fleurs tout le long. Ce sont que des fleurs, des frangipaniers. Et recevoir le général de Gaulle, je tremblais de la tête aux pieds. Vous avez parlé du centre d'expérimentation du Pacifique. Et oui, il est vrai que la Polynésie
a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, des compensations. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Quand il devient maire de Pirée, bon, il appartient à une formation politique qui, en gros, est une formation gaulliste. Il est dans la commune où s'implante la direction du CEP. Et il va savoir jouer très très habilement avec le CEP pour que le CEP fasse des routes, l'aide à mettre l'éclairage public, ramassage des ordures, etc. Et donc il a eu un coup de main absolument extraordinaire de la part de l'armée, ce qui a conforté bien sûr son électorat. En 1967, lors des élections territoriales, Gaston Flosse est sur la liste UT-UNR menée par Rudy Bambridge. Il intègre l'Assemblée territoriale pour la première fois et sera réélu jusqu'en 2013. En juillet 1971, il succède à Rudy Bambridge à la tête de l'UT-UDR qu'il rebaptise Tahoeraa Huiratira. C'est aussi à cette époque que Gaston Flosse investit dans l'achat d'une société d'assurance dont il retire d'importants revenus. L'implantation du CEP soulève de vives polémiques en Polynésie. Les années 70 sont marquées par de nombreuses campagnes antinucléaires et pro-autonomistes, menées notamment par Francis Sanford et John Teariki. Gaston Flosse, pour sa part, s'oppose à une quelconque évolution statutaire. À Tahiti, derrière le folklore et la gentillesse, la politique est toujours présente. Il y a tout d'abord ceux qui se veulent des réformistes, uniquement. Leur slogan « Polynésie française ». Cette partie de la population n'a pas un chef unique, mais plusieurs, comme M. Gaston Flosse, 39 ans, administrateur de société, maire d'une petite commune, un excellent maire d'ailleurs, tout le monde le reconnaît. Je considère que le statut actuel du territoire est satisfaisant et correspond à l'évolution actuelle du territoire. En face, ceux qui demandent l'autonomie interne. Ils regroupent la majorité de l'Assemblée territoriale, leur chef Francis Sanford, député PDM. On ne veut pas se séparer de la France, mais on veut avoir beaucoup plus de mots à dire dans la gestion des affaires intérieures du pays. Le 5 octobre 1972, Gaston Flosse est élu président de l'Assemblée territoriale. Les relations sont très tendues entre les pro- et anti-autonomistes. En 1976, c'est la rupture entre les autonomistes et l'État concernant le nouveau projet de statut. Les esprits s'échauffent et le Front uni pour l'autonomie de Francis Sanford, John Teariki et Frans Vanizet bloquent l'accès à l'Assemblée territoriale pendant 10 mois. Comme on leur avait promis en 1958 que l'autonomie allait revenir dans les 4 ans et que l'autonomie ne revient pas parce qu'on installe le CEP, donc forcément on ne pouvait pas prendre de risques avec l'autonomie, eh bien au bout de 17 ans, 18 ans d'attente, les autonomistes commencent à d'abord manifester, puis à occuper l'Assemblée territoriale, ils se relaient. Et donc cette situation va durer tout au long de l'année 76, mais au mois de juin 76, Gaston Flosse va réussir par un de ses coups, un tour de force en quelque sorte, à se faire élire président de l'Assemblée territoriale, alors qu'il ne dispose pas d'un accès à une salle de l'Assemblée territoriale. Il va être finalement assez rusé pour obtenir des clés de la salle du groupe du Tahoeraa. Et avec la complicité du gouverneur, il va réussir à se faire élire président de l'Assemblée territoriale malgré le contexte. Gaston Flosse s'affirme alors comme le leader anti-autonomiste face à Frans Vanizet et Francis Sanford. Il se pose en relais local au pouvoir central. À la reprise des discussions avec l'État, un accord est trouvé et le siège est levé. Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République, accepte de faire évoluer le statut. En Polynésie française, on ne parle que du projet de statut polynésien soumis par le gouvernement aux élus de ce territoire d'outre-mer. Un projet de statut accepté par certains, mais rejeté par les autonomistes. Pour
les 135 000 habitants de la Polynésie, les dés sont jetés. Depuis 8 jours, ils savent à quoi s'en tenir quant au nouveau cadre administratif et politique qui sera le leur pour les années à venir. Nous voulons premièrement que soit clairement dit la volonté de la population de la Polynésie de rester au sein de la République française. Deuxièmement, pour nous, ce statut doit être un outil de développement économique, social et culturel. Ce qu'il faut d'abord, c'est avoir cet outil économique qui puisse nous procurer cette autonomie économique avant de parler de politique, d'autonomie politique. En 1977, la majorité des Polynésiens sont ce qu'on appelle autonomistes. Tandis que lui, Gaston Flosse, apparaît plutôt comme étant quelqu'un qui défend la présence de la France et qui se méfie de l'autonomie qui pourrait amener le territoire à l'indépendance ou en tout cas à une sorte de sécession. Donc en 1977, il a déjà une bonne audience politique, mais dans la minorité. Et c'est là qu'il va comprendre qu'il ne peut pas rester sur le positionnement traditionnel dans la mouvance du RPR. En mai 1977, le Front uni gagne les élections. Frans van Isets devient président de l'Assemblée territoriale. Les conseillers acceptent le projet de loi et le 12 juillet 1977, le statut d'autonomie de gestion est voté. 1977 est aussi l'année de la création du RPR et Gaston Flosse compte parmi les membres fondateurs aux côtés de Jacques Chirac. À l'époque, Gaston Flosse est tout de même déjà président de l'Assemblée territoriale. Et donc c'est le début de cette relation et Gaston Flosse deviendra même membre du comité central du RPR. Alors il y a certainement une part d'intuition chez Gaston Flosse qui est assez développée, un sens de l'opportunisme assez aigu, mais il ne faut pas oublier que Gaston Flosse a en tête ce qu'a vécu Rudy Bambridge. Rudy Bambridge a été en quelque sorte maltraité par le pouvoir giscardien. Il a été évincé de plusieurs fonctions. Et donc Gaston Flosse a mal vécu l'attitude assez méprisante du pouvoir giscardien à l'égard de la Polynésie française, et en particulier vis-à-vis de Rudy Bambridge. L'année suivante, il est élu député à l'Assemblée nationale sous la bannière du RPR. Cette double appartenance augmente son influence politique en Polynésie et favorise la création d'un influent réseau parisien. Gaston Flosse, c'est un fidèle de Jacques Chirac, mais si l'influence de Gaston Flosse est grande, elle reste quand même pour l'instant limitée au cercle de ses partisans, sans encore avoir pris cette dimension nouvelle plus grande qui, espère-t-il, fera aussi de lui un jour un leader politique disposant de cette autorité suprême, disposant du mana. En 1980, il réunit des amis, très petit noyau d'amis. Les réunions qui vont se tenir seront ultra secrètes. Personne n'en parlera, ni aux femmes ni aux maîtresses, ce qui en Polynésie est absolument extraordinaire. C'est un beaucoup de maîtres de la part de Gaston Flosse. Et là, ils se disent la chose suivante. Si on persiste à s'opposer à l'autonomie, on n'arrivera jamais au pouvoir. À la surprise générale, le 13 mai 1980, Gaston Flosse dépose une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale demandant une évolution du statut de 1977. L'opposant farouche à l'autonomie devient alors son plus fervent défenseur. En mai 1981, les socialistes arrivent au pouvoir et les discussions se poursuivent. En 1982, la majorité à l'Assemblée territoriale bascule. Émile Vernedon devient président de l'Assemblée et Gaston Flosse, vice-président du gouvernement. Il prend les autres autonomistes de court et entame d'intenses négociations avec François Mitterrand en faveur de plus d'autonomie. Les rapports qu'il a eus avec Mitterrand étaient des rapports très ambigus, parce qu'ils étaient à la fois, bien sûr, d'hostilité politique, mais en même temps, c'était des rapports, une sorte de respect politique. Bon, Mitterrand était un animal politique, lui aussi, de haut vol. Et je pense qu'il avait vu en Gaston Flosse un animal politique de son espèce.
J'ai demandé l'arbitrage du président de la République. Et nous en avons discuté. Ça a duré 1 heure au moins. Mais moi, pour moi, c'était une éternité. Ça n'en finissait plus. Il avait toujours un argument. J'ai dit non, nous ne pouvons pas continuer avec ce système-là. Et pour finir, il dit... je me souviens aussi de ça. Il me dit, Monsieur le Président, vous êtes vraiment têtu. Hein? Je dis, vous aussi, Monsieur le Président, vous êtes têtu aussi. Elle dit, bon. Ok, j'accepte. Alors là, j'ai poussé un soupir. Et c'était ça l'autonomie. Là, nous avons eu un véritable exécutif à partir de ce moment-là. Et... pour nous, ça a été vraiment un bond sur le plan institutionnel de notre pays. Gaston Flosse devient le premier président du gouvernement de la Polynésie française avec de vrais pouvoirs exécutifs. Monsieur Gaston Flosse, conseiller à l'Assemblée territoriale, est élu président du gouvernement du territoire. Ce n'est que lorsque la loi a été promulguée que j'ai été élu pour la première fois donc président de l'autonomie interne, que je me suis rendu de l'ampleur de la charge, de la lourdeur et je peux dire qu'au début, je passais des nuits blanches. En 1984, donc, il devient président du gouvernement, mais surtout le statut qu'il obtient en même temps est un statut d'autonomie qu'il a obtenu d'arrache-pied. Ça, c'est Gaston Flosse. Gaston Flosse réclamait à corps et à cri une compétence. Et dès qu'on lui accordait la compétence, il demandait déjà la suivante. C'est ça, Gaston Flosse, c'est une surenchère statutaire qui ne s'arrête jamais. Il me revient à présent de déterminer les attributions de chacun d'eux. Monsieur Édouard Fritsch sera nommé ministre de l'Équipement, de l'Aménagement, de l'Énergie et des Mines. Le nouveau statut a changé beaucoup de choses, d'abord sur le plan symbolique. Président du gouvernement, avec un drapeau, la possibilité d'avoir un hymne, un sceau. Donc, sur le plan, disons, de la représentation politique, c'est évidemment très important. Cette élection surprend sa mère, toujours très proche de lui, tout au long de sa carrière. Alors, elle s'est fâchée, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, on voit bien la tête là, elle n'est pas du tout souriante. En me disant non, n'accepte pas, refuse. Parce que tu vois tous ces gens qui étaient là, parce qu'elle était près de moi sur l'estrade, et on dominait toute la salle de l'Assemblée où il y avait évidemment énormément de monde. Elle me dit, tu vois, tous ces gens qui sont là vont te faire du mal. Et j'ai dit, mais c'est trop tard, c'est fini, je suis élu. Et alors, elle était fâchée et elle pleurait de colère. Et ma pauvre maman avait en partie raison. Ma maman a toujours été avec moi tout le temps, depuis mon retour de Mangareva jusqu'à son départ. Elle est partie. Je n'étais pas là, j'étais à Hue Hin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que à chaque fois que je me déplace dans les archipels, elle m'accompagne. Et cette fois-là, elle a dit non, je ne viens pas avec toi, je vais chez ton frère. Il habitait Tautira et c'est là-bas qu'elle meurt.
pendant la sieste, elle est partie l'après-midi. Donc j'ai été prévenu et j'ai aussitôt pris l'avion pour venir. Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Ouais. En 1986, une nouvelle opportunité s'offre à Gaston Flosse, la cohabitation. François Mitterrand désigne Jacques Chirac Premier ministre. Celui-ci nomme son ami Gaston Flosse secrétaire d'État chargé du Pacifique Sud dans son premier gouvernement. Me voilà secrétaire d'État et je sors de l'Élysée derrière Chirac. Je venais d'assister à mon premier conseil des ministres. À l'Élysée, vous avez Bernard Pons, Pasqua, tous ces personnages-là. Là, on est au premier Conseil des ministres en 1986 avec François Mitterrand et le gouvernement de Jacques Chirac. Là, voilà, c'est Balladur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit ici l'homme de communication qu'est Gaston Flosse. C'est-à-dire qu'à la sortie du Conseil des ministres, Gaston Flosse va se précipiter et doubler Balladur pour se mettre juste derrière Jacques Chirac. Et donc, on le voit, il se précipite, il est là, et donc toutes les télévisions vont voir que Gaston Flosse sort du Conseil des ministres. Il arrive à doubler tout le monde, et sur le plan politique, c'est quand même, sur le plan de la communication, c'est quand même assez extraordinaire. Ce n'est pas un message pour les métropolitains, c'est un message pour les Polynésiens. Il dit aux Polynésiens, regardez où je suis. Les Polynésiens ont été assez fiers qu'un des leurs puisse siéger à l'Élysée. Mais ça lui a donné une dimension non seulement sur le plan du territoire, mais sur le plan océanien. Il prend une nouvelle dimension, une dimension nationale, une dimension internationale. C'est le premier Tahitien à devenir ministre de la République également. Et donc il va sillonner le Pacifique comme ça, hein, donc parfois avec une casquette President of Tahiti Nui, et donc comme un chef d'État, comme un presque chef d'État. Et donc ça va vraiment aussi quand même augmenter, en tout cas participer à l'accumulation de ces ressources symboliques, hein, de son prestige régional, national et dans une certaine mesure international. Gaston Flosse, en océanien convaincu, sera le porte-parole de la France dans le Pacifique. L'État français est en effet pointé du doigt et vivement critiqué par les États insulaires pour ses essais nucléaires à Moruroa. Lundi et mardi dernier, le secrétaire d'État chargé du Pacifique Sud, M. Gaston Flosse, était invité à participer au colloque de l'Association des îles du Pacifique à Washington. Le dossier du nucléaire fut ouvert en début d'après-midi et c'est le responsable de l'organisation Greenpeace à Washington, M. Sawyer, qui monta à la tribune pour attaquer violemment la France sur ses expérimentations en Polynésie française. Il a fait un discours d'une violence contre la Réunion qui avait été entièrement dirigée contre la France. C'était le seul objet. Et donc, il a pris vraiment de front tous ceux qui s'étaient réunis là. Ça a été un coup de maître, je dois dire, et c'est un des articles de foi, je dirais, de Gaston Flosse, dans sa capacité à imposer des vues qui sont contraires à ceux qui sont en face. Contraint de démissionner début 1987 pour assumer ses fonctions de secrétaire d'État, il adoube Jacky Tewira alors que son dauphin Alexandre Léontiev était pressenti. Ce dernier, se sentant trahi, forme une nouvelle majorité en décembre 1987. Le Tahoeraa est divisé. Gaston Flosse se retrouve isolé. En 1988, il perd son poste de secrétaire d'État après la défaite de Jacques Chirac. Jusqu'en 1990, ce sera la traversée du désert. Il se retranche dans sa commune de Pir'e. De là, il mettra en place une véritable stratégie de reconquête du pouvoir. Il va redynamiser la machine Tahoeraa et puis il va replacer
des cadres, des fidèles également. Donc il va réactiver sa machine politique. Et tout ça pour préparer convenablement les élections de 1995. Et donc il en revient à ses fondamentaux. Travailler le terrain, et bien mobiliser la ressource partisane, la machine politique qui est le Tauera. Et donc c'est en ce sens-là qu'il va se remettre en ordre de marche en quelque sorte. En 1991, il remporte les élections territoriales. Côté vie privée, Gaston Flosse demande même à Jacques Chirac d'être le parrain d'un de ses fils, qu'il appelle d'ailleurs Jacques. En 1995, son frère, comme il l'appelle, est élu à la présidence de la République. Le nouveau président prend alors une décision lourde de conséquences sur le plan international, mais surtout local, la reprise des essais nucléaires. Le premier tir a eu lieu mardi, entraînant une réprobation quasi générale dans le monde. Christophe Nardini. Mardi 5 septembre, 12h30 heure locale, 23h30 à Paris. Dans moins de 10 secondes, Tétis, le 205e essai nucléaire français, va avoir lieu. À 600 mètres sous terre, l'explosion de 20 kilotonnes provoque en surface une légère vague et une courte ondulation de l'eau. Pour les autorités françaises, le tir s'est passé dans de bonnes conditions et tous les appareils de mesure ont bien fonctionné. Mais l'onde de choc se fait surtout ressentir à l'étranger. En Nouvelle-Zélande, le Premier ministre a convoqué l'ambassadeur de France pour lui signifier une vive protestation. Ce n'est certainement pas un cadeau dans le sens où déjà Gaston Flosse, en tant que secrétaire d'État chargé du Pacifique Sud, avait cette fonction pour redorer l'image de la France, qui était quand même sérieusement ternie. Et donc Jacques Chirac, en plus, c'est lors de sa première conférence de presse présidentielle, qu'il annonce la reprise des essais nucléaires pour se draper d'un aura gaulliste. Et en réalité, ça va être une onde de choc à la fois nationale, mais aussi internationale. Évidemment, dans le Pacifique, ça sera extrêmement mal perçu. Et il va s'en suivre également des violences à Papeete. La ville de Papeete a été le théâtre de nombreuses exactions. 20 personnes ont été blessées, 75 ont été interpellées. Le film des événements, Alain Janin. Indépendantistes et anti-nucléaires avaient sans doute l'intention de bloquer et d'occuper pacifiquement la piste de l'aéroport de Tahiti pour marquer leur mécontentement après le premier essai nucléaire. C'était oublier les quelques centaines d'éléments incontrôlés qui, eux, avaient décidé de tout casser, de prendre d'assaut les avions, et ce, par la violence. Ils n'eurent d'ailleurs aucun mal à déborder les quelques gendarmes mobiles et à accéder au pied de la passerelle de l'avion d'AOM qui avait embarqué ses derniers passagers. Profitant des affrontements sur la piste, se lançaient à l'assaut du hall principal, ils détruiront l'aérogare. Enfin regroupés, les gendarmes mobiles parviendront non sans mal à les repousser. Commençait alors un face-à-face qui allait durer une dizaine d'heures. De leur côté, Oscar Temaru et Gaston Flosse se renvoient les responsabilités. C'est Oscar Temaru, Hiro Te Wharere, mais ils ne sont pas les seuls. Sont responsables également Greenpeace qui est venu ici les soutenir, les inciter dans leur mouvement indépendantiste sous le couvert de la reprise des essais. Ce n'est pas le véritable motif. C'est l'indépendance de ce territoire qui pourra arrêter les essais nucléaires. Ce n'est pas ces violences-là. Face aux troubles, Gaston Flosse se présente comme garant de l'ordre et de la compétence contre la montée des indépendantistes du Tavini Huira Atira d'Oscar Temaru. Jacques Chirac arrête définitivement les essais le 29 janvier 1996. De 1996 à 2004, Gaston Flosse règne en maître. Travailleur acharné, il épuise ses troupes. Je vous propose de nous mettre au travail et d'entamer sans plus attendre l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Passant son temps dans les avions ou les bateaux, il est omniprésent. Il inaugure, congratule ou sanctionne sans pitié ceux qui ne suivent pas ses règles. En 1998, Gaston Flosse est élu sénateur, fonction qui vient s'ajouter à celle de président de la Polynésie. Il remporte haut la main les élections de 2001. En 2002, Jacques Chirac est réélu président de la République. Quelques mois plus tard, il effectue un voyage triomphal en Polynésie. Gaston Flosse, son ami, l'accueille avec faste. À sa descente de l'Airbus présidentiel, Jacques Chirac, accompagné de son épouse Bernadette Chirac et du ministre de l'Outre-mer Brigitte Girardin, a été accueilli par les chants d'un groupe de paparas avant d'aller saluer les élus polynésiens présents sur le tarmac.
Jacques Chirac, qui affectionne particulièrement les bains de foule, n'a pas dérogé à la tradition. Il n'a pas hésité à aller vers la population présente pour serrer des mains, et tout cela dans une ambiance très polynésienne. Monsieur le Président de la République, autour de vous sont rassemblés 30 000 Polynésiens et Polynésiennes. Ils sont venus de tous les archipels pour vous rencontrer et témoigner leur attachement à votre personne et à la France. Mais comment faire un pays avec 250 000 habitants disséminés sur 118 îles réparties sur 5 millions de kilomètres carrés? Nous avons choisi de relever ce défi. Relever ce défi, c'est le combat de toute ma vie. Jacques Chirac annonce publiquement son accord pour une révision du statut de 2004. Les collectivités d'outre-mer qui le souhaitent peuvent désormais bénéficier d'institutions et de compétences aménagées tout en renforçant leur ancrage dans la République. L'article 74 de la Constitution trace le cadre dans lequel s'inscrira désormais votre autonomie. Nous l'avons ensemble évoqué et arrêté. Il permet notamment à votre Assemblée de voter des lois du pays. Nous réussirons en poursuivant notre développement au sein de la République. La Polynésie française vous doit beaucoup, Monsieur le Président de la République. Les Polynésiens en sont conscients et saisissent toutes les occasions de vous témoigner leur attachement. Merci d'être venu jusqu'ici. Maruru, manavai, mavai te pretetini o te repuprite te arfonote atua, Yorana. Gaston Floss a toujours considéré qu'il était le frère de Jacques Chirac, ou que Jacques Chirac était son frère. C'était des hommes qui avaient donc une très grande proximité. Et c'est un phénomène assez courant qu'il y ait des phénomènes de mimétisme. L'ambition politique les rassemble. Et en ce sens, ils ont été complémentaires l'un de l'autre. C'est une affection réelle. Autant Mitterrand était un homme froid, autant Chirac était un homme de chaleur humaine évidente. La population le savait, le voyait. Et la relation avec Gaston, qui lui aussi est un homme de chaleur humaine, était véritablement une relation amicale et sincère. Jacques Chirac, je crois que le pays ne s'est pas suffisamment rendu compte du service rendu par cet homme à la Polynésie. C'est extraordinaire, au point qu'il y ait des jaloux. Le 27 février 2004, le statut d'autonomie de la Polynésie française est voté. En fait, ce que Floss avait parfaitement compris depuis pas mal d'années, c'est que le gain d'autonomie, c'est pas sur les institutions, sur les appellations, etc. C'est uniquement dans la force du pouvoir normatif. Et cette force du pouvoir normatif, elle passe par un contrôle qui est moins fort, moins serré de la part des juridictions. Et il l'a obtenu avec la loi du pays polynésienne. Quant à ses idées, c'était les mêmes qu'autrefois. C'est tout simplement ce qu'il souhaitait faire, mais avec davantage de marge de manœuvre et sans qu'on soit toujours obligé de recourir au Parlement français ou à des ordonnances du gouvernement pour nous donner ce que nous étions capables de faire ici en Polynésie française, ou en tout cas les idées que lui-même avait. Gaston Floss, le bâtisseur effréné, jouit alors d'un pouvoir sans limite. Mais des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent et dénoncent les tendances monopolistiques, clientélistes et autocratiques du système Floss. C'est unique d'obtenir la majorité absolue à la représentation proportionnelle. Il va l'obtenir en 96, donc il ne partage plus le pouvoir. Il est seul. À partir du moment où c'est le Tauera qui gouverne, c'est là où il va commencer petit à petit à mettre en place
le GIP, le groupe d'intervention de la présidence. Il s'agit d'une sorte de police privée à certains égards, hein, pas seulement. Et d'ailleurs, il y avait un mot amusant sur ce GIP. Hein, à l'époque, on le surnommait parfois « Gaston intervient partout ». Moins de contrôle d'État, une majorité complète pour Gaston Floss, d'où les dérapages qui vont commencer à ce moment-là. Je veux dire, on sait depuis Hobbes que si jamais un pouvoir n'est pas contrôlé, eh bien, évidemment, il va directement à l'excès, si ce n'est pas à l'abus. Floss est puissant, il est très puissant, tout passe par lui. Le statut est un statut sur mesure, et donc, même sur le plan économique, sur tous les plans, on est obligé de passer par lui si on veut avoir des commandes, des subventions, etc., etc. Il est quand même au centre de tout, ici en Polynésie. Eh bien, c'est une domination assez complète, à la fois sur le champ politique, mais aussi dans la société. Mais pas seulement, enfin si, dans la société, mais également sur les médias. Hein, puisqu'il y a un contrôle des médias, il n'y a que très peu de résistance médiatique. Et on est dans une phase où seul le tribunal administratif tâche encore de résister aux desiderata de Gaston Floss. Oui, bon, c'est vrai que quand on prend l'habitude du pouvoir, on voit moins ses limites. Mais Gaston a quand même été, sur ce plan-là, un homme politique avisé. Donc il y avait des contre-pouvoirs. Il ne faut pas imaginer que Gaston ait été une sorte de tyran ayant tous les pouvoirs et prêt à faire n'importe quoi. À Paris, il est autant critiqué que craint et respecté. Le 2 avril 2004, le président de la République dissout l'Assemblée de Polynésie à la demande de Gaston Floss, arguant du nouveau statut et de la réforme électorale. Cette décision provoque la colère de l'opposition. Mais les élections territoriales du 23 mai 2004 ne vont pas se passer du tout comme l'avait prévu Gaston Floss. Oscar Temaru, l'indépendantiste, l'ennemi de toujours, à la tête d'un mouvement populaire, le Taoui, remporte les élections, déjouant tous les pronostics. Peu après 22 h, le 23 mai, tout bascule. Les résultats du vote sont annoncés et l'UPLD devance le Tahouir Ahouir Attira aux îles du Vent avec 397 voix. Le parti de l'Union reporte ainsi la prime majoritaire de 13 sièges à l'Assemblée de Polynésie. Au total, l'UPLD obtient donc 27 sièges, contre 28 pour le Tahouir Ahouir Attira, 1 pour le Fétia Api et 1 pour No'o et Tenoun 1. Je suis à la télévision à ce moment-là, avec mon collègue Regnault. Regnault est à la radio, je suis à la télé. Alors, premier moment, alors les résultats tombent des archipels éloignés. Alors évidemment, là, c'est Taouira, 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 très bien. Et puis à un moment donné, le journaliste qui était là lit le résultat et il dit le Taouira attend et donc l'UPLD tend. Donc le Taouira gagne. Puis on passe la parole aux journalistes qui sont sur le terrain. Et là, il réalise qu'il n'avait pas lu dans le bon sens. C'était tellement évident pour lui qu'il avait inversé les résultats. C'était l'UPLD qui était en tête. Donc il dit, mais ah bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc il reprend l'antenne et il dit, je me suis trompé. Bon, les chiffres tombent, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et puis on arrive parce que ça prend du temps, il y a beaucoup de bulletins, on arrive aux chiffres des îles du Vent. Et là, d'un seul coup, ça bascule. Alors, sidération, effectivement, de l'ensemble de l'assistance. Il y a eu un moment vraiment de flottement avant qu'ils disent « bon, j'ai été battu ». Et donc le fait qu'il y ait un basculement à Tahiti dans les îles du Vent, c'est aussi la traduction d'une évolution de la société polynésienne et puis également du degré d'information. L'information commençait à davantage circuler sur les pratiques parfois limites en termes démocratiques de Gaston Floss. Et donc il y avait aussi un sentiment de few, un petit peu, un ras-le-bol, une lassitude larvée pour certains. La réforme du scrutin, tant voulue par Gaston Floss pour asseoir encore plus son pouvoir, s'est retournée contre lui. C'est de la gourmandise, voilà, disons les choses clairement, et cette gourmandise va le faire tomber, parce que c'est lui qui décide seul, dans son statut de 2004, de changer le système électoral, alors qu'avant c'était une loi à part. Et
il décide d'un mode de scrutin qui ne pouvait pas fonctionner. Parce que c'était par archipel. Donc le soir des élections, à sa plus grande surprise, il perd les Tahiti, donc les îles du Vent, qui représentent 70% de la population, par à peu près 300 voix. Et là, c'est une très grande surprise pour lui, parce que c'était quand même lui qui avait trafiqué. À l'époque, j'avais fait le calcul avec l'ancien mode de scrutin, il obtenait la majorité absolue. Il n'avait pas eu besoin de ça. S'ensuivront plusieurs années d'instabilité politique. 13 gouvernements se succèdent au gré des changements d'alliance à l'Assemblée de la Polynésie. Le pays est au bord de la guerre civile. Le 7 juillet 2007, Oscar Temaru et Gaston Floss se rencontrent en secret et décident de s'allier pour reprendre le pouvoir détenu alors par Gaston Tongson. Il faut d'abord savoir que la réunion se fait le 7 juillet 2007, 7-7-7, à 7h, 19h, et ils sont 7. Bon, alors ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver souvent en Océanie, mais j'ai jamais su quel était l'oracle qui leur avait donné, entre guillemets, cette instruction. On sait à peu près où ça s'est passé, on sait à peu près qui était présent. Ce que je sais, c'est que Oscar Temaru était très méfiant au début, il avait de quoi. Il pensait que c'était une manœuvre politique, et après, il s'est fait convaincre par Gaston Floss. Gaston Floss sait convaincre. Monsieur Drolin. Monsieur Oscar Manu Temaru, en accord avec le groupe UPLD, a décidé de retirer sa candidature. Floss Gaston. Floss Gaston. 12h30. Deuxième coup de théâtre, l'urne transparente livre son secret. Gaston Floss obtient 29 voix, Gaston Tongson 27 et un bulletin blanc. Oscar Temaru et l'UPLD ont voté pour Gaston Floss. Le président sortant espère le retour de la paix sociale. À voter. Nous avons fait le choix de ceux qui ont ramené la paix dans ce pays. Et c'est ce que souhaitait tout un peuple. Nous avons préféré voter pour quelqu'un qui représentera notre pays. Il a été à la hauteur pendant des années. Et que de voter pour, je ne vais pas utiliser le terme, pour être poli, un président qui est manipulable à merci. Gaston Floss accède à la présidence par 29 voix contre 27. Une suspension de séance est prononcée. Le duo gagnant s'offre un bain de foule. Entouré de leurs gardes du corps, ils se frayent un chemin. Main tendue ou mot tordu, le couple Floss-Temaru s'expose à de nombreuses appréciations. Les fidèles applaudissent, les opposants fustigent. Aujourd'hui, nous avons réussi, grâce à cette rencontre avec M. Temaru, à réconcilier le Tawini Huiratira et le Tahoera Huiratira. J'espère que très bientôt, Totato Aya acceptera cette réconciliation et qu'ensemble, un jour, nous puissions travailler. C'est vrai qu'il y a deux partis, en principe, antinomiques, les autonomistes et les indépendantistes. Si vous regardez bien, chacun peut faire un chemin pour aller vers l'autre, et il y a quand même beaucoup de points communs entre les deux. Parce que les deux partis, c'est la priorité d'abord, Polynésie d'abord. On est d'abord polynésien avant d'être citoyen français. Et là-dessus, ils se rejoignent. Honnêtement, j'ai eu du mal à absorber cet épisode, hein, je lui ai dit d'ailleurs. Et je pense qu'il y a eu un certain nombre de phénomènes qui se sont conjugués pour l'amener à discuter avec Oscar Temaru. Mais ils sont tellement à l'opposé l'un de l'autre que je ne comprends pas comment même ça pouvait être envisagé. Alors bon, bien sûr, pour la combination des politiques, bon, on peut comprendre. Ça n'aurait jamais duré. Et d'ailleurs, ça n'a pas duré. Mais Gaston Floss est renversé quelques semaines plus tard par une motion de défiance et remplacé à nouveau par Gaston Tongson. De 2011 à 2013,
le parti se restructure et se met en ordre de bataille en vue des élections territoriales de 2013. Gaston Flosse remporte haut la main l'élection et s'installe à la présidence. Il est âgé de 81 ans. Quelques mois plus tard, il est rattrapé par la justice dans le cadre de l'affaire des emplois fictifs. C'était assez marquant de voir que quand Gaston Flosse était à la barre, tous ceux qui étaient concernés par des emplois fictifs venaient le saluer presque et le remercier également en plein tribunal. Et donc il me semble que cette dimension de relation sociale est extrêmement importante également. Et donc tout ne s'explique pas que par des logiques de corruption et de financement politique. 6 semaines de procès sont prévues dans la grande salle d'audience du tribunal de Papeete pour 87 prévenus et 37 avocats. Mais pour le moment, cela ressemble surtout à un duel entre 2 hommes, Maître Quinquis, l'avocat de Gaston Flosse et de plusieurs autres accusés, et Maître Ralph Boussier, un avocat parisien recruté par le pays. Dans le dossier au début, il y avait plus de 600 personnes. Et vous imaginez en termes de clientélisme et en termes électoraux, à chaque fois que vous donnez un contrat à quelqu'un, celui-là va dire à ses 2 voisins, il est vachement sympa le président, il m'a donné un contrat. Donc aux prochaines élections, vous votez pour qui? C'est ça, et c'est un problème. Le problème des emplois fictifs, on pourrait en sourire, mais c'est un problème de démocratie, c'est très grave. Et je ne vois pas pourquoi les Polynésiens auraient dû, avec leur argent, payer plus de 500 millions aux uns et aux autres pour entretenir des gens qui n'avaient qu'un seul objectif, faire de la propagande pour un parti qu'est le Taoera. Il s'agit de l'intrusion du judiciaire dans la sphère politique. Et moi, je crois me souvenir qu'il existe un principe sacro-saint qui est celui de la séparation des pouvoirs. Je pense, moi, personnellement, que ce principe est aujourd'hui violé. C'est comme toujours avec les hommes politiques qui sont condamnés. Vous avez ceux qui crient « bravo, c'est bien fait pour lui, il l'a bien mérité ». Et puis vous avez ceux qui disent « c'est la justice est plus corrompue que lui, c'est la justice française, c'est la justice coloniale même, dit-on quelquefois ». Ce qui fait que, comme en France, les condamnations ne changent pas grand-chose. Dès que les gens ont purgé leur peine d'inéligibilité, ils peuvent se faire réélire, et souvent encore mieux qu'ils ne l'avaient été autrefois. Tant que Chirac était au pouvoir, il a eu des condamnations. En général, l'appel se fait à Paris, et il a des condamnations, mais pas d'inéligibilité. Donc il reste au pouvoir, il continue. Et puis arrive Sarkozy. On va dire que les protections ne fonctionnent plus. Vous savez, ma dernière affaire, lorsque l'avocat général en cour d'appel dit, s'adressant au tribunal, je ne vous demande pas une peine d'emprisonnement, c'est un grand vieillard, ni de lui infliger une amende, il en paye suffisamment. Mais ce que je vous demande, c'est de l'écarter, alors je n'ai pas le thème, mais de l'écarter de la vie politique de ce pays. Il ne faut plus qu'il soit à la tête de ce pays, il ne faut plus qu'il fasse de la politique. Alors infligez-lui 3, voire 4 ans d'inéligibilité et ce sera ma seule réquisition. On ne peut pas me dire que ce n'est pas politique, ça. C'est purement politique. Le 6 septembre 2014, le vieux lion perd son mandat de président de la Polynésie après la notification de son inéligibilité. Celui qui, tout au long de sa carrière, aura été poursuivi à de nombreuses reprises pour différents chefs d'accusation, est contraint de démissionner. Édouard Fritsch, vice-président du Taoera et fidèle bras droit de Gaston Flosse, est élu sans surprise président de la Polynésie par l'Assemblée la semaine suivante. Dès lors, de graves tensions naissent entre les 2 hommes. En 2016, Édouard Fritsch, exclu du Taoera, décide de créer son propre parti politique. Édouard Fritsch est resté fidèle donc assez longtemps. Et donc finalement,
Ça va prendre plusieurs années, mais c'était aussi, étant donné l'immensité du pouvoir de Gaston Floss, il faut imaginer que pour lui, c'était compliqué aussi de lâcher du lest, de laisser faire les autres, alors qu'il a toujours tout contrôlé, et tout décidé. Et donc souvent avec une maestria politique pendant des décennies. Et donc ça a été compliqué pour lui. Et en revanche, donc beaucoup effectivement ont oublié leur père politique, qui a été laissé de côté ou critiqué, mais à qui beaucoup doivent une partie de leur carrière. Le Tahoe-Ira Huir Atira n'est plus que l'ombre de lui-même. Les principaux cadres du parti ont rejoint Édouard Fritsch. En 2020, au soir de sa carrière politique, Gaston Floss tente un ultime pari. Il réclame un référendum d'autodétermination et prône la mise en place d'un État souverain associé à la France. Nous disons que l'autonomie est arrivée à ses limites, on a vu, et même elle est en train de régresser. Nous voulons que vraiment gouverner notre pays nous-mêmes. Eh bien, nous sommes favorables à un statut d'État souverain associé à la France. En haïtien, Hautiama Faau et Frani. Mais sans plus aucun soutien politique à Paris, sa demande restera lettre morte. Le Taoui du 23 mai 2004 a totalement redessiné le paysage politique polynésien et la pratique du pouvoir. L'expérience du Taoui a été difficile pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour nos investisseurs, pour nos salariés, on a perdu 10 000 emplois. D'une façon générale, le pays a beaucoup perdu. Mais le pays a aussi gagné quelque chose avec le Taoui. C'est effectivement cette vision nouvelle de la politique. Oscar Timaru a été un homme très ouvert, malgré tout. Gaston Tong-Sang a été un homme très ouvert. Ces deux personnalités qui nous ont dirigés pendant ces quelques années, j'en tire des leçons personnellement. Parce que effectivement, j'ai senti, au-delà des combines politiques qui ont fait qu'il y a eu ces différents renversements, mais j'ai compris que aussi dans l'opinion publique, quelque chose se produisait. Nous avons traversé la phase de transition qui était celle du Taoui, et aujourd'hui nous sommes dans une autre phase qui commence à se dessiner, à se caricaturer. On ne sait pas trop encore quelle est son expression réelle, et puis bon voilà, on t'attend quoi. Le désenclavement des îles, l'Internet pour tous, l'Université de la Polynésie, l'hôpital du Taounais, Air Tahiti Nui, la protection sociale généralisée sont là quelques-unes des grandes réalisations de l'Air Floss. Après la fermeture du Centre d'expérimentation du Pacifique, le CEP, la Polynésie a dû en effet prendre son destin en main et faire muer son système économique avec plus ou moins de réussite. La caractéristique des gens qui ont exercé le pouvoir avec autorité et pratiquement sans limite, c'est aussi qu'ils sont généralement des bâtisseurs. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Il avait tous les moyens pour le faire, il avait les pouvoirs pour le faire et il avait l'argent pour le faire. Beaucoup de Polynésiens assistent stupéfaits à sa longévité. Même s'ils ne l'aiment pas, même s'ils le combattent, sa longévité renforce cette idée qu'il y a dans cet homme quelque chose d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui a un sens politique très prononcé et qui savait très bien comment faire de la politique en Polynésie française. Et là-dessus, il avait une longueur d'avance sur tous ses adversaires. C'est le général de Gaulle de la Polynésie française. Il a sorti la Polynésie française de ce qu'elle était, une petite collectivité d'outre-mer. Elle est devenue quand même quelque chose de plus importante, certainement, oui. Gaston Floss va laisser une grande trace dans la mémoire collective en Polynésie, une trace institutionnelle. Déjà, il était à l'origine de la transformation des institutions de la Polynésie française. Et il restera aussi en mémoire un leader politique total, un homme politique total, d'une énergie, d'une vitalité exceptionnelle. Donc on parle d'un Haïto, c'est pas seulement une référence au bois de fer, c'est aussi cette image d'un guerrier un petit peu, d'une énergie monumentale.
Au crépuscule de sa vie, de retour sur son île natale pour ses 90 ans, l'homme confesse quelques regrets en regardant son parcours. Malheureusement, vous savez, il arrive un moment, lorsqu'on exerce de telles compétences, de tels pouvoirs, on arrive un peu à oublier les limites et bon, certainement que j'ai dû commettre des erreurs, c'est sûr, tout le long de ces années de présidence. Et bon, je demande pardon évidemment à tous ces Polynésiens si j'ai causé quelques problèmes à certains, manqué d'attention à d'autres. Mais je l'ai fait vraiment dans l'intérêt de mon pays. Gaston Floss, l'enfant de Mangareva, restera, quoi qu'on en dise, l'artisan majeur de profondes transformations, celui qui aura fait entrer, parfois de force, la Polynésie française dans le XXIe siècle.